Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Bon anniversaire, vous avez souhaité aux 70 ans mercredi dernier. Vous êtes ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie. Avec vous ce matin, nous allons aborder la question du budget, des économies, des arbitrages, avec une France qui croule sous la dette due à la dépense publique en général et à une multitude de structures et de niches en particulier. La question de la France dans l'Europe également, et de fait une Europe qui craint l'arrivée d'un Trump surpuissant et déterminé, alors qu'une grande partie du monde, au contraire, s'enthousiasme. Que doivent faire les 27 ? Se recroqueviller, se barricader, ou au contraire dialoguer et s'ouvrir sur Donald Trump? Quelle solution également sur l'Ukraine, qui tristement arrive à sa 3e année de guerre, et quelle solution au Proche-Orient, avec un dénouement encore fragile? On pense encore ce matin aux otages qui doivent être libérés aujourd'hui. La trêve est suspendue, mais le Hamas vient de donner la liste des 3 otages qui doivent être libérés ce dimanche. Pour vous interroger ce matin, Christophe Jacubizine des Échos. Bonjour Christophe. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas devait débuter ce matin à 7h30 heure de Paris. Dans un premier temps, 33 otages doivent être libérés contre 737 prisonniers palestiniens au total. En ce dimanche, Israël attendait 3 premières otages. Le Hamas n'avait pas transmis la liste transmise il y a 20 minutes finalement. Il y a encore beaucoup trop tôt, Thierry Breton, pour parler de paix dans cette région, mais croyez-vous au moins à un apaisement? D'abord, pour les familles et pour beaucoup d'entre nous, un soulagement. Un soulagement parce que des otages vont être libérés. 33, vous l'avez dit. On espère qu'ils sont tous vivants. Il y a encore quelques doutes. Ça a été du reste indiqué, notamment par les autorités israéliennes. Mais je crois vraiment qu'il faut se féliciter déjà de ça. C'est une évidence. Est-ce que ça veut dire que la paix est là? Non, bien entendu. On est dans une voie maintenant, il y a un cheminement, il faut évidemment y aller. C'est évident que tout le monde fait référence maintenant à la proximité de l'intronisation de Donald Trump demain, lundi. Et cette décision, bien sûr que comme elle est apparue samedi, c'est-à-dire 2 jours avant, évidemment qu'il a joué un rôle. La démocratie américaine, dans son ensemble, a joué un rôle. La diplomatie a joué un rôle. La France, un petit peu aussi, on le sait, beaucoup ont joué un rôle. Mais c'est vrai que le fait que Donald Trump et son envoyé spécial a fait savoir qu'il souhaitait vraiment peser de tout son poids pour commencer à ouvrir une voie, a certainement pesé. Mathieu Bocoté, Christophe Jacubizine. Oui, la réaction légitime d'Israël face au pogrom du 7 octobre a entraîné malheureusement dans beaucoup de pays occidentaux, notamment en France, un regain de l'antisémitisme avec 1500 actes antisémites en 2024 sur notre territoire. Comment on casse cet engrenage infernal? C'est vrai, on l'a tous constaté. Et à l'époque, Christophe Jacubizine, c'était à la Commission européenne, et je m'occupais notamment de la régulation des réseaux. On en parlera peut-être. Monsieur Bocoté, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, comme beaucoup d'entre nous, et de nos Ça nous intéresse tous, Thierry Breton. Le sujet, c'est qu'évidemment, d'abord, ces actes ont été proférés, je dirais, dans l'espace public, dans l'espace physique, on va dire, mais aussi sur les réseaux. Et voyez-vous, je le dis tout de suite, on a mis une loi en Europe en place qui s'appelle le DSA, qui s'appuie sur 2 éléments. Le premier, c'est la liberté absolument cardinale de la parole. Chez nous, en Europe, la liberté de parole et d'expression, c'est clé. On a du reste démarré bien avant les États-Unis sur l'Amérique, sur cette question. Donc c'est clé. Mais en revanche, sur les réseaux sociaux, si on les utilise, il y a un effet tout à fait singulier, qui est l'accélération par les algorithmes d'une information tronquée, ou d'une information néfaste, qui pourrait être, par exemple, condamnée par la loi. Pas la loi des réseaux, il n'y a pas de loi sur les réseaux. La loi des hommes, et notamment des actes antisémites, si jamais ils sont proférés et amplifiés par algorithme, alors ça peut provoquer des dommages. Donc j'ai prévenu à ce moment-là, et dès le 8 octobre, j'ai écrit à toutes les plateformes qui sont soumises à notre démocratie européenne. C'est pas la loi de Thierry Breton ni de Bruxelles, c'est la loi du Parlement européen, qu'il a voté à une extraordinaire majorité. C'est du reste la loi qui a été le plus votée par le Parlement européen, plus de 90%.
et par l'ensemble des États membres. J'ai écrit à l'ensemble des directeurs généraux de ces grandes plateformes qui sont régulées. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu, Thierry Breton? Et ils m'ont dit qu'ils allaient le faire. Ils ont commencé effectivement eux-mêmes à veiller précisément que ces propos qui sont condamnables pénalement dans l'espace public, physique, soient effectivement surveillés. Mais un an et demi après, le constat... Et ils ont fait ce travail, pas du reste uniquement en Europe, ils l'ont fait partout, aux États-Unis, en Chine, à Singapour. Oui, mais un an et demi après, vous avez vu le constat, il y a autant d'actes antisémites qu'avant. Depuis le 7 octobre, c'est absolument fulgurant. Aurore Berger, qui est la ministre de la lutte contre les discriminations, qui était à votre place il y a 2 semaines, nous disait qu'au 30 novembre, elle avait le chiffre de 1500 actes antisémites pour l'année 2024. Ça veut dire que c'est toujours aussi grand, malgré, comment dirais-je, les alertes que vous-même, par exemple, vous avez portées. Et partout, vous avez raison de le signaler dans votre question, et partout, pas uniquement sur les réseaux. Sur les réseaux, on met des éléments, effectivement, je viens d'en parler, non pas du tout pour contrôler la parole, mais pour vérifier l'amplification. Mais effectivement, vous avez raison, et il faut redoubler de vigilance, et on le sait, c'est du reste l'une des conséquences, indirectes, évidemment, de cette tragédie du 7 octobre. Mais parler de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est nécessaire, parce qu'il n'est pas nécessaire de le caractériser correctement. C'est-à-dire, il y a un antisémitisme qui a traversé l'histoire de l'Europe, nous le savons, mais là, nous sommes peut-être devant un nouvel antisémitisme. Est-il dissociable de l'islamisme? Est-il dissociable des changements démographiques qu'on a connus depuis 40 ans en Europe? Vous savez, il y a des lois en France et en Europe. On est un État de droit. Et je le rappelle souvent, on est une très grande démocratie. On est une démocratie, du reste, qui est la plus grande démocratie du monde libre. 1,5 fois les États-Unis. Il faut en être conscient. Et chez nous, les propos antisémites sont très bien caractérisés par nos législations, par la loi des hommes. Les propos antisémites, les propos racistes, tout ce qui contribue à proférer, par exemple, des actes, des propos qui soient attentatoires aux personnes ou qui poussent ou promeuvent le terrorisme, tout ça est très qualifié dans notre jurisprudence. Donc, bien sûr, on peut se poser des questions, je comprends parfaitement, la question qui sont des questions plus larges que vous vous posez. Au fond, comment on en vient là? Pourquoi, effectivement, tous ces actes? Parce que c'est la question que vous posez, au fond. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Mais derrière, effectivement, il faut toujours en revenir à la loi des hommes. Et nos lois, elles sont claires. Il faut évidemment, en revanche, oui, vous avez raison, les faire appliquer. Les faire appliquer partout. Parce que, évidemment, sans ça, eh bien, le vivre ensemble devient périlleux. Vous parlez des réseaux sociaux, justement l'exemple dernier en date, ce sont ces influenceurs franco-algériens qui appellent à la haine de la France, à des attentats, à des viols en masse sur le territoire français. Est-ce qu'il y a un cas particulier avec la France et l'Algérie? On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a un cas plus global justement sur le réseau social en tant que tel que vous avez régulé, vous, au niveau européen? Mais d'abord, malgré les tentatives, comment dirais-je, diplomatiques de Bruno Retailleau, comment est-ce que vous, ancien dirigeant français, ancien ministre, comment est-ce que vous voyez cette situation? Comment est-ce qu'on peut régler la crise diplomatique avec l'Algérie? Bon, d'abord, dans votre question, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que les influenceurs, comme vous dites, ceux qui vont donc proférer des propos qui sont condamnables par la loi. Et je le redis, il n'y a pas de loi sur les propos dans ce que nous avons fait en Europe pour réguler les réseaux sociaux. On ne touche pas à ça. La liberté de parole est sacrée chez nous en Europe et on a veillé. Et si du reste on a eu même si on appelle à la haine. Je vais y revenir. Et si on a eu 90% du Parlement européen, fait historique, qui a soutenu tout parti confondu par parenthèse, y compris les plus extrêmes, parce qu'à 90%, vous imaginez qu'il faut prendre tout le monde. On soutenu, c'est parce qu'on n'a pas touché un cheveu de la liberté d'expression. Pas un cheveu. En revanche, oui, ces propos-là, ils sont condamnables dans tous les espaces. Que ce soit à la radio, à la télévision, dans la rue, sur un journal ou sur une plateforme. Et donc à ce moment-là, évidemment, c'est le juge qui s'en empare et c'est lui qui le traite. Et vous avez parfaitement raison, à partir du moment où des influenceurs, où qu'ils soient, profèrent ces propos qu'ils sont condamnables, eh bien oui, Bruno Retailleau a eu parfaitement raison
de les expulser, tout simplement parce que c'est condamnable par notre loi. Mais l'Algérie les a renvoyés. C'est facile, si je peux me permettre. C'est-à-dire, c'est pas où qu'ils soient, ce sont des influenceurs franco-algériens qui font l'écho d'un régime vous avez qui cache son hostilité à la France. Et vous avez parfaitement raison. Des Polonais ou des Finnois, il y a une dimension politique. Vous avez parfaitement raison, et c'est la question, la deuxième partie de la question de M. Minot, qui évidemment, bon, on les a expulsés, et c'était parfaitement légitime et normal, et évidemment, ils nous reviennent comme un ping-pong, ce qui n'est pas ni légitime ni normal. Et ça traduit effectivement, c'est votre question, une vraie crise, et il faut appeler un chat diplomatique, entre la France et l'Algérie. Alors, on connaît tous notre histoire, hein, on connaît tous d'où on vient, on connaît tous aussi le comportement, il faut le dire, des autorités algériennes, et notamment actuelles, et notamment vis-à-vis de la France, et la façon dont, quelque part, on manipule notre histoire. On a eu une histoire commune. Appeler un chat, est-ce que ça peut vouloir dire de l'État algérien, du régime algérien, que c'est un régime hostile à la France aujourd'hui? En tout cas, écoutez, ça en a tous les attributs. Quand on se comporte comme ça, c'est évident. Alors bien sûr, on remet ça dans le contexte de ce qui s'est passé au Maroc. Bien sûr, on remet ça dans un contexte général. Mais il est clair que là, sur cette question, on le voit, et sur beaucoup d'autres du reste, il va falloir évidemment reprendre de façon très à la fois volontariste, peut-être ferme, les relations avec ce PIB, avec lequel il est parfaitement naturel et normal d'avoir des relations que nous souhaitons apaiser. C'est pas le cas aujourd'hui, bien sûr, je le déplore. Thierry Breton est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant, tout de suite. Économie, ancien commissaire européen et l'invité du Grand Rendez-vous européen, CNews Les Échos. Vous connaissez bien sûr Thierry Breton très bien. François Bayrou, vous connaissez depuis longtemps. Le Parti socialiste ne l'a pas censuré cette semaine, mais au prix de beaucoup de concessions. On va y revenir. Qu'est-ce que vous diriez comme ça tout de suite? Est-ce que François Bayrou l'a fait pour la stabilité du pays ou pour d'autres raisons? Non, pour la stabilité, évidemment. Et pour essayer d'avoir enfin un budget. Parce qu'enfin, écoutez, on vient de parler un peu d'international, mais il faut quand même le dire. Et ça ne me fait vraiment pas plaisir, ce que je vais vous dire. Croyez-le bien. L'image de notre pays, en ce qui concerne sa capacité à gérer ses finances publiques et même maintenant à faire un budget, elle est quand même très dégradée, et en Europe et dans le monde. On en est quand même au 4e Premier ministre, évidemment, en un an, 3e gouvernement pour faire un budget dont on nous avait annoncé, à juste titre, vraisemblablement, au printemps, qu'il allait être tellement dur que donc c'était la raison pour laquelle il fallait dissoudre, très bien. Bon, un gouvernement, 2 gouvernements, et il est temps que ça s'arrête. Mais tout simplement, pourquoi? Mais parce qu'il faut donner aussi de la visibilité pour les entreprises. Parce que les entreprises, il faut bien le dire, elles sont aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles, à l'arrêt en ce qui concerne les investissements. Elles attendent d'y voir clair. Elles attendent de savoir quels vont être leurs impôts. On parle d'augmentation d'impôts dans un pays qui est le champion du monde, toute catégorie de la pression fiscale. Amélie de Montchalin l'a redit dans un article. Si jamais dans le augmenter les impôts, ça nous permettait d'être les meilleurs du monde en économie, ça serait, on devrait être vraiment les champions du monde. Eh bien non, on est les derniers élèves de l'Europe. Vous croyez que ça me fait plaisir? Non, parce que je sais que la voix de la France, évidemment, est affaiblie à cause de ça. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire, François Bayrou? D'abord, évidemment, enfin donner un budget à la France. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, il a conçu, avec, on le voit du reste, beaucoup d'habileté, parce qu'il est habile, donc une sorte de soutien à ce stade. Maintenant, on a évité la censure. C'est déjà une haie franchie. Maintenant, il va falloir faire le budget, et moi je le dis très clairement. Évidemment, en tant qu'observateur économique, je ne suis plus aux affaires, mais je connais bien ces sujets. Je peux vous dire que quand on emprunte 300 milliards d'euros cette année pour faire nos fins de mois en France, que les taux d'intérêt sont maintenant à 3,5, que la différence avec l'Allemagne est de près de 90 points de base, et que tout ça va peser très lourd sur, je dirais, notre capacité à avoir des budgets équilibrés, et qu'enfin, on nous dit que on va passer de 6,1% de déficit en 2024 à 5,4, c'est ce qu'on attend en 2025. Ça veut donc dire une amélioration de 0,7 points de PIB, c'est-à-dire 20 milliards d'euros d'amélioration sur 1700 milliards de dépenses. 3 gouvernements pour ça, il est temps que ça s'arrête. Christophe Jacquemusine. Alors un budget, c'est bien.
Mais à quel prix? À quel coût fiscal? C'est-à-dire que vous avez dit, effectivement, il faut qu'on sorte de l'incertitude pour les entreprises. Mais est-ce que l'addition finale n'est pas en train de remettre en cause l'image de la France, celle d'un pays pro-business, avec une politique de l'offre attractive? Quand on regarde ce qui est sur la table aujourd'hui, bon, déjà, l'incertitude sur la réforme des retraites, que va-t-elle devenir à l'issue du conclave? Ensuite, la surtaxe d'IS, l'impôt minimal, potentiellement le retour de l'impôt sur la fortune mobilière. Est-ce que tout ça ne risque pas, est-ce que ça valait vraiment la peine, pour avoir un budget et de la stabilité, d'avoir tous ces nouveaux impôts? Si ça valait la peine de consommer 3 gouvernements pour ça, vous avez la réponse dans la question. Maintenant, vous avez parfaitement raison de rappeler que depuis 7 ans, parce que la France a eu une ligne directrice claire, elle a donné une visibilité, une lisibilité pour nos entreprises et pour les entrepreneurs. Eh bien, la France est devenue le pays le plus attractif d'Europe en ce qui concerne les investissements. Parce que quelque part, effectivement, on y voyait clair. Non pas parce qu'on payait moins d'impôts ici. Je rappelle que aux États-Unis, le président Biden dit qu'il veut faire baisser les impôts à 15%, ouais. Et en Allemagne, ils sont pas loin non plus. Donc, non pas pour cela, mais parce qu'on avait de la visibilité. Et que donc on peut, lorsqu'on fait un investissement, faire les calculs de la rentabilité, je dirais, sans avoir de mauvaises surprises. À partir du moment où on redit que pour que l'équation fonctionne, eh bien, il va falloir remettre... Il y a un thème qui, je le dis sincèrement, et je sais que je vais peut-être choquer certains, mais quand on dit il faut vraiment dans ce pays, il faut de la justice fiscale, comme si les 4 gouvernements qui se sont précédés l'année dernière n'étaient pas des parangons de justice fiscale. Bien sûr, tout le monde est pour ça. Et la France est l'un des pays, les plus justes d'un point de vue fiscal. Donc, c'est pas la justice fiscale. Si c'est qu'il faut donner un petit quelque chose, parce que c'est ça dont il s'agit, là aussi, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pour que, finalement, on ait le soutien, et on sait qu'évidemment, à gauche, on est plutôt, allez, augmenter un peu les impôts et vous soutiendrez. Mais à un moment, il faut voir le coût de tout ça. Et moi, je le dis très clairement, il est absolument impératif qu'en France, on commence à s'attaquer vraiment à ce qui est aujourd'hui le problème, la dépense publique. C'est le seul comment on fait pour faire fondre cet iceberg de la dépense publique? Ça fait des années, des décennies qu'on en parle, Thierry Breton, y compris sous votre mandat, j'allais dire, de ministre de l'économie. Et c'est bien pour ça que j'en parle, puisque vous venez d'y faire référence. On l'a fait avec Jean-François Copé. Ça a été la seule fois où on l'a fait. Souvenez-vous, et Christophe Jacobin s'en souvient, je crois que vous suiviez à l'époque ces questions à Bercy, on a été les seuls à baisser l'endettement de la France de 4 points. On est revenu en excédent primaire. Donc là, on parle de 2005. Oui, mais entre 2005 et 2007. Oui, mais comment on a fait? C'est 1000 chantiers. C'est 1000 chantiers. Mais à chaque fois qu'on reçoit un ancien ministre de l'économie, il dit ça s'est passé avec moi, ça s'est fait. Pierre Moscovici dit exactement la même chose sous le gouvernement Jospin. Sauf qu'il faut regarder les chiffres, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous savez, moi, je suis un homme de chiffres. Regardez les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Mais vous voyez, je vous donne un exemple très simple. On a à peu près 1000 administrations et agences. Ces administrations et agences, au début de l'année, elles ont un budget. Et donc, elles demandent à l'État et à France Trésor d'avoir tout le solde de leur budget pour qu'elles puissent ensuite faire ce qu'elles veulent avec. Ben moi, vous voyez ce que j'avais fait quand j'étais ministre, j'avais dit non. Ça, on ne va pas vous donner l'argent tout de suite parce qu'on sait ce qui se passe. Ils ne dépensent pas tout et à la fin, on fait n'importe quoi. 10 ronds-points de plus ici, je ne sais quoi là, tout simplement pour dépenser l'argent dont on a le sentiment qu'il leur appartient. Non, c'est l'argent des Français. Et donc il faut retenir en amont et peut le faire encore. Rien que ça, c'est des milliards d'économies et peut-être des dizaines de milliards de réduction de dette. Vous voyez, peut-être les 21 milliards que cherche Amélie de Montchalin et qu'elle va mettre. Je ne vais pas me permettre, je sais surtout pas me permettre de donner des conseils ou quoi que ce soit, mais je dis qu'au fond, derrière, le vrai sujet, c'est que oui, il faut avoir un budget. Mais enfin, il faut vraiment qu'on s'attaque à la dépense publique. Il faut que nos auditeurs sachent qu'à 5,4%, on sera encore le plus mauvais élève de la classe européenne l'année prochaine. Est-ce que le bilan n'est pas plus large? J'entends quelquefois la formule crise de régime pour parler de la situation présente, c'est-à-dire incapacité structurelle à dégager une majorité dans un pays avec 3 grands pôles politiques aujourd'hui. Incapacité à revenir sur une forme de socialisme auquel tous se sont habitués. Le rapport à la dépense publique en dit quelque chose. L'idée qu'on pourrait changer, le libéraliser en d'autres mots, n'est pas dans l'horizon mental. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de bilan qui est nécessaire aujourd'hui si on veut sortir de cette espèce de politique où tout le monde sent l'étouffement fiscal? Non, mais de toute façon, là, vous avez parfaitement raison dans l'analyse que vous venez de dresser dans votre question. C'est qu'à l'issue de la dissolution, on a maintenant 3 blocs.
Et comme on n'a pas la culture en France, qu'ont beaucoup d'autres pays, un peu partout, et pas uniquement qu'en Europe, la quasi-totalité des pays en Europe ont la culture du compromis, ont la culture de la négociation, ont la culture des coalitions. Mais c'est vrai en France, c'est vrai au Canada, c'est vrai... Pardon, c'est vrai pas en France, mais c'est vrai en Europe, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai partout. C'est vrai aussi au niveau de la façon dont notre démocratie européenne est gérée, notamment au Parlement européen. Et bien nous, en France, il faut évidemment qu'on apprenne, et clairement, avec aujourd'hui les forces politiques telles qu'elles sont structurées, ben on voit bien qu'on n'y arrive pas. Mais si la France veut devenir un pays, je dirais, moderne par rapport à quoi? Ben par rapport à la fragmentation, désormais, on revient encore aux réseaux sociaux, sans doute à cause des réseaux sociaux, mais pas que, de toute notre classe politique et des partis politiques. On est dans un monde aujourd'hui, en particulier en Occident, où on n'a jamais été aussi fragmenté. Voilà, ça, et sans doute de façon durable. Ben, il faut sans doute réinventer une façon de travailler ensemble, et pour nous, Français, apprendre à écouter les autres, à travailler sur un programme de coalition, c'est-à-dire faire des compromis dans l'intérêt de la nation. Vous appelez les extrêmes? Mais bien entendu, avec tout le monde. Mais moi, vous savez, l'idée, par exemple, pour vous, il n'y a pas d'arc républicain ou d'arc de gouvernement, comme on les appelle. Pour moi, je le dis de façon très claire. Oui. Il faut avoir des priorités. Et on est aujourd'hui dans combien? On a maintenant 2 ans devant nous, un peu moins de 2 ans. Et dans ces 2 ans, on sait bien qu'on ne va pas pouvoir faire des réformes majeures. Les réformes majeures, et celles qui peuvent précisément nécessiter à nos compatriotes de se positionner sur des programmes radicaux les uns et les autres, ce sera pour maintenant, ce sera pour 2027. Il y a des réformes majeures, il y a les retraites voilà, sont sur la table. Pour maintenant, c'est sur l'économie. Ben, sur l'économie, il faut évidemment, je crois sincèrement, trouver un consensus. C'est l'intérêt du pays. La retraite, vous en parlez à l'instant. Quelle est votre position sur les retraites? En 20 secondes. Est-ce qu'on peut tout remettre à plat? Est-ce que l'âge de départ, par exemple, est quelque chose qu'on peut négocier? En 20 secondes, le discours de politique générale de François Bayrou, Premier ministre, a été très clair et très précis là-dessus, quand il a dit que la moitié de l'augmentation de la dette venait effectivement du coût des retraites qu'on ne paye pas. Donc il y a une équation budgétaire, et donc c'est pour ça. C'est pas parce que la moyenne aujourd'hui de départ à la retraite dans les pays européens, c'est 66-67 ans. Mais c'est pas ce qui doit nous motiver. Ce qui doit nous motiver, c'est trouver un accord qui fasse qu'on ne fasse pas payer aux générations futures les retraites des anciens. Donc c'est à partir du moment où on trouve une équation qui fonctionne, c'est tout. Mais si on remet ça en cause, alors je vais vous le dire, si on remet ça en cause, les marchés financiers, comme ils l'ont peut-être fait en Grande-Bretagne, lorsque Mme Liz Truss, éphémère Première ministre, a voulu faire des choses un peu, disons, exotiques d'un point de vue des finances publiques. On sait comment elle a été sanctionnée. Pour nous, si jamais cette réforme-là était remise en cause, je pense qu'on en paierait un prix élevé, sans doute effectivement sur les marchés. Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre, est notre invité. Dans un instant, on parle de l'Europe face ou aux côtés des États-Unis. À tout de suite. Toujours sur le plateau du grand rendez-vous européen CNews, les échos, avec Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur. Hier, on a appris que la première ministre italienne, Giorgia Meloni, sera présente à l'investiture de Donald Trump au Capitole. Alors, 2 questions en une. Est-ce que cela vous surprend et est-ce un bon signal pour l'Europe? Non, j'ai cru comprendre peut-être que M. Orban aussi faisait partie... Ça, c'était acté, mais hier, on a appris... faisait partie du voyage. Voilà, bon, alors M. Orban, j'en ai pas été surpris parce qu'il me l'avait dit... lorsque j'étais allé le voir il y a quelques semaines de cela. On sait que c'est le principal interlocuteur de Donald Trump en Europe. Mais sur Giorgia Meloni elle-même? Alors, moi, je ne sais pas. Il faudra peut-être poser la question. Est-ce qu'elle a été invitée par M. Musk ou par M. Trump? Je ne sais pas. Donc ça ne vous surprend pas. C'est unanime, mais il semblerait que l'Europe se barricade face à Trump. Il y a eu cette réunion à Budapest des 27, avec tout un plan. On a échafaudé, on a ressorti des tiroirs l'Europe de la défense. Et on sait bien que l'Europe de la défense, à part la France, il n'y a pas beaucoup de pays qui y croient, sauf les Polonais peut-être qui mettent un point de PIB supérieur aux autres pays. Mais on a l'impression que l'Europe se barricade alors que le monde entier accueille Trump favorablement pour justement des échanges économiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que de toute façon, vous savez, tous les 4 ans, le monde entier accueille la nouvelle administration américaine et sait qu'on va devoir travailler avec la nouvelle administration américaine. Au fond, la question que vous me posez, c'est est-ce que l'Europe, et pas que l'Europe, avait anticipé la victoire de Donald Trump et cette victoire? La réponse est non.
mais c'est non, je crois, pour beaucoup d'observateurs. Et on le sait, 6 semaines encore avant, on était dans la logique, comme on dit en anglais, too close to call. Souvenez-vous, ça allait tellement près qu'on se disait même qu'on allait avoir des semaines avant de décompter. Donc non, Monsieur Luneau, personne n'avait anticipé cette victoire. Bon, donc maintenant... À tort. Mais oui, à tort, mais c'est la vie, la démocratique, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Quelle analyse vous faites? Est-ce que, on parlait de la cérémonie d'investiture de demain, est-ce que vous reprendriez l'expression d'Emmanuel Macron de l'international réactionnaire? Non, ça n'a strictement rien à voir. On parle, non, là, vous parlez d'un homme qui est certes un chef d'entreprise. On parle d'Elon Musk. Réputé, Elon Musk. Mais oui, mais on parle des invités à la cérémonie d'investiture de demain, ça ressemble à cet international. Est-ce que vous reprendriez ce terme? Non, mais pardon, mais encore une fois, Elon Musk, jusqu'à demain, n'est qu'un, même si c'est un grand entrepreneur. Je le redis, chez nous en Europe, la parole est libre. Tout est libre. Aux États-Unis, quand on a un problème, on ferme des plateformes. Hein. Ils viennent de fermer TikTok. Nous, on ne ferait jamais ça. Bon, mais ça, c'est les États-Unis. Chacun son style. Vous dites en Europe, c'est pas possible. Jamais. On n'a pas la possibilité dans la loi. La loi, M. Bocoté, elle dit uniquement que si jamais une de nos plateformes ne respecte pas la loi européenne votée à 90% par tous les députés européens, eh bien à ce moment-là, il y aura 6% d'amende. Et si jamais ça perdurait, il y a la possibilité de saisine d'un juge pour arrêter momentanément l'exploitation tant que le problème n'est pas réglé. Mais certainement pas faire ce qui s'est fait. Mais chacun son style. Vous entendrez dans le débat public, on entend de plus en plus l'idée suivante, et on revient en boucle, il y a 2 modèles de liberté d'expression. La liberté d'expression à l'américaine, où on peut tout dire, entre guillemets, et la liberté d'expression à l'européenne, où les régulations sont de plus en plus nombreuses au nom de la lutte contre la haine, la désinformation, et ainsi de suite. Est-ce que vous acceptez cette idée qu'il y a 2 modèles de gestion de la liberté d'expression? Non, mais vous savez... on revient au sujet, mais c'est un peu peut-être éloigné de la question, mais on revient au sujet. Encore une fois, chez nous, la liberté d'expression est cardinale. Je le redis avec force. Et évidemment, lorsque on a mis en place... Sauf qu'à extrême, vous l'avez dit, appel à la haine, etc. Oui, bien sûr, sauf évidemment ce qui est condamnable par la loi, par nos lois. Et ça, c'est un autre sujet. Ce qu'on régule, c'est encore une fois la capacité incroyable d'amplification algorithmique. Et qu'il faut savoir, quand on est sur une plateforme, si jamais, par exemple, je prends un exemple, sur X, par exemple, quand vous ouvrez votre compte, vous avez une avalanche de tweets de M. Musk. Bon, et même si vous n'êtes pas abonné, est-ce que c'est normal? Non. Est-ce qu'il y a un algorithme qui le pousse? Peut-être. Est-ce que c'est légitime? Non, si je ne le sais pas. Donc vous voyez, c'est cette amplification qu'il faut qu'on sache. Alors pour revenir à M. Musk, il est jusqu'à demain un citoyen américain, certes, exceptionnel, mais il n'est qu'un citoyen américain, et à ce titre, bien sûr, il a le droit de dire tout ce qu'il veut, encore une fois, pour peu que ce ne soit pas... il dit aussi que vous êtes un tyran de l'Europe. Oui, mais non, mais ça c'est une dialectique. Donc, il faut qu'on sorte. Il y a absolument pas, je dirais, un conflit ou quoi que ce soit entre M. Musk et moi. Moi, j'ai été... non, mais oui. Il l'a déclaré. Oui, c'est pas le cas. Parce que moi, j'étais le régulateur. Je l'ai beaucoup vu. On avait des relations très courtoise, très respectueuse. Non, c'est sur Internet, mais sur les réseaux, il y a un discours des réseaux. Il faut le faire parce que vous vous serrez la main dans un bureau et après sur les réseaux sociaux, tout le monde se lâche. Il y a aussi des vidéos sur lesquelles je suis allé lui expliquer, avant même qu'il n'achète Twitter, il était à quelques jours de le faire, que s'il achetait Twitter, il fallait, voilà ce qu'on allait faire comme régulation sur les algorithmes en Europe. Il m'a dit, mais c'est formidable, je suis un soutien à 100%, il le dit même en vidéo, vous pourrez la retrouver. Il y a un élément de contexte sur comme lorsque vous accusez d'être le tyran de l'Europe, c'est à propos de votre déclaration sur la Roumanie, sur l'Allemagne. Il vous reproche d'avoir dit, vous corrigerez si vous ne le pensez pas, qu'au moment de l'annulation des élections en Roumanie, et ensuite la possibilité de le faire, si on l'a bien compris, en Allemagne, on l'a fait, je vous cite de mémoire, on l'a fait en Roumanie, on le fera s'ils le font en Allemagne. Il vous accusait finalement de vous rendre complice dans son esprit de l'annulation des élections en Roumanie. Et c'est pour ça que précisément, il faut avoir toujours un contradictoire. Je lui ai expliqué, non, tu as mal compris. Voilà exactement ce que la loi européenne fait. La loi européenne ne peut absolument pas invalider des élections nulle part. Il m'a dit, ah ben d'accord, mais en Roumanie. Et je lui ai dit, bah écoute, si tu as un doute, on va interroger ton programme d'intelligence artificielle qui s'appelait, je ne vais pas faire de publicité, mais Gork, et on va te poser la question. Et le programme a dit, c'est Thierry Breton qui a raison, c'est pas Elon Musk. Donc c'était clos. Mais qui est ce homme qui a fait quelque chose en Roumanie? Mais ça, c'est uniquement le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui a décidé, alors là, ça ne m'appartient pas de dire ni pourquoi ni comment,
qu'il allait invalider, mais c'est absolument pas, et je l'ai dit urbi et orbi, je le répète aujourd'hui à votre antenne, ce n'est absolument pas les lois numériques européennes qui n'en ont juste pas la capacité. En revanche, aux États-Unis, on le voit avec TikTok, elles ont cette capacité, mais ils ont peut-être une autre façon de voir les choses. Christophe Jacobizzi. Vous expliquez effectivement que la réglementation européenne, c'est une manière de sanctionner dans le monde virtuel ce qui est sanctionnable dans le monde réel. Vous avez écouté, j'imagine, Mark Zuckerberg dans une vidéo de 5 minutes il y a quelques jours, qui reprend à son compte quelque part l'argumentation d'Elon Musk, qui dit qu'on a trop modéré les réseaux sociaux, qu'on ne va plus faire de fact-checking et qu'on va même, bizarrement, déménager les vérificateurs ou en tout cas les modérateurs de Californie au Texas. Quel message ça envoie ? On est dans cette période des 100 jours qui finit enfin demain. Je dis enfin parce qu'il y a eu beaucoup de propos qui ont été échangés. D'allégeance. Oui, mais Christophe Jacobizzi, vous le savez comme moi, dans cette période des 100 jours, tous les 4 ans, l'ensemble des parties prenantes, des chefs d'entreprise, Wall Street, la tech, la Silicon Valley, se réadaptent par rapport à la nouvelle administration. Certains le font de façon modeste, digne, d'autres de façon plus visible, et puis je vous laisse les qualifier. Mark Zuckerberg, qui était un fort soutien démocrate. Le patron de Meta, Facebook. Par parenthèse, comme Elon Musk. Moi, j'ai connu Elon Musk, dans toutes nos interactions, c'était vraiment un fervent démocrate. Il avait financé Hillary Clinton, il a financé Biden, il a financé Obama, il était vraiment démocrate. Hein. Bon, il n'est que républicain que depuis 5 mois. Et il est même maintenant en train de passer un peu plus que républicain. Bon, mais c'est pas toujours facile à suivre, mais encore une fois, c'est leur responsabilité, je n'ai pas à la commenter. Mark Zuckerberg a fait comme tout le monde, c'est un peu... Pardon, cette expression un peu triviale, mais au fond, bon voilà, c'est un peu les rois mages, quoi. On vient, on apporte évidemment ce qu'on a apporté. Il savait que ses propos allaient être bien reçus. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que les modérateurs, là encore une fois, le DSA européen n'impose pas les modèles de modération. Si on veut des notes, si on veut, on fait ce qu'on veut. Il faut uniquement expliquer comment on modère. Eux, ils avaient modéré avec des individus. Ils les avaient localisés en Californie, dont on sait que c'est, disons, l'état du wokisme, on va dire, qui n'est plus très à la mode. Et donc, il a décidé, pour envoyer un signal, disons, positivement reçu par la nouvelle administration, de les déménager où ? Il y a 2 États aujourd'hui qui sont à la mode, hein, la Floride ou le Texas, il l'a mis au Texas. Bon, ensuite, il a pris soin... C'est un vrai problème, la question de la modération idéologiquement orientée. Mais de toute façon, je ne veux surtout pas intervenir sur ce qui se passe aux États-Unis. Mais chez nous, non, elle n'est certainement pas idéologiquement orientée. Je vous dis, surtout pas. Absolument pas. En tout cas, pas sur les réseaux. Donc après ça, je laisse les autres à l'extérieur. La censure des comptes conservateurs sur Meta, c'est pas le problème ? Ça n'existe pas, en tout cas, en Europe. Ah bon ? Je le dis, ça n'existe pas en Europe. Parce qu'encore une fois, la loi ne permet pas de le faire. Mais en revanche, aux États-Unis, oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je le disais, y compris jusqu'à fermer. Comme ça, quand même, il y a 170 millions d'utilisateurs sur TikTok, nuitamment une plateforme pour des raisons qui leur appartiennent, pas à moi de les contester, qui leur appartiennent comme étant fondamentales pour eux, pour leur démocratie, leur sécurité, etc. Mais je le respecte. Mais chez nous, ça ne pourrait pas se produire. Et en revanche, sur Mark Zuckerberg, il dit bien dans ses propos, où il fait son virage sur l'aile, il dit bien que ça concerne les États-Unis, mais pas l'Europe, car il connaît parfaitement la loi européenne. On en a beaucoup parlé. Et bien entendu, comme c'est à peu près 30% ou 35% de son chiffre d'affaires, il sait bien qu'il va respecter la loi européenne, bien entendu. Une nouvelle pause et on se retrouve avec Thierry Breton au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. À tout de suite. Thierry Breton est l'invité du grand rendez-vous ce dimanche. Par rapport à ce qui vient d'être dit, vous allez quitter le réseau X, vous ? Ah non, certainement pas. D'abord, je comprends très bien ceux qui veulent choisir un réseau s'il ne leur convient pas. Et c'est leur droit le plus strict et je ne vais pas le commenter. Mais en ce qui me concerne, j'ai été celui donc, qui a proposé ces lois qui ont été votées ensuite par notre démocratie et amendées par elle et votées, et précisément pour que chacun puisse trouver la sécurité et le confort sur ces réseaux, un peu comme si c'était un bien public, un peu comme si c'était une agora. Mais une agora, il faut qu'il y ait des règles. Donc si jamais je désertais, ça voudrait dire que je ne croirais plus en la capacité de ceux qui ont désormais reçu délégation pour faire appliquer ces lois, et je pense évidemment à la Commission européenne, de le faire. Et je n'ai aucun doute qu'elle va le faire. Donc, et si ce n'est pas le cas, je pourrais moi-même dire, tiens, c'est bizarre, je reçois 150 tweets de monsieur X ou de monsieur Y quand je m'abonne, est-ce que vous pouvez vérifier si l'algorithme, il n'a pas été un peu trafiqué ? Ou quand je vois qu'il y a des propos faux, et il y en a beaucoup qui me concernent, je réponds. La liberté de parole, c'est chacun a le droit de parler, il faut le respecter. Mais chacun a le droit aussi de dire qu'on n'est pas d'accord.
Si jamais on dit des choses qui sont fausses sur moi, et en ce moment, on en dit pas mal. Oui, qu'est-ce qu'on vous dit de faux? On en a parlé. Que vous allez contrôler Bank of America, par exemple. Que j'allais contrôler Bank of America, alors que c'est pour assister à 3 réunions par an. Je demande évidemment à la Commission européenne si j'ai le droit de le faire. Elle dit, son comité d'éthique est saisi, dit évidemment. Et comme ces 3 réunions d'experts par an, on se réunit pour parler d'économie. Par exemple, en France, il y a déjà M. Maurice Lévy qui en fait partie, donc on se réunit 3 fois par an. Que je sache, M. Maurice Lévy n'a pas déserté Publicis et n'est pas désormais maintenant salarié de Bank of America. Donc voilà, il suffit de le dire. Quand même, parce que vous êtes le symbole justement de cette résistance européenne à une forme d'impérialisme américain, notamment dans les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé. Le fait que vous soyez au comité consultatif d'une banque américaine, vous n'avez pas peur que ça brûle votre image? Mais écoutez, je l'étais avant. Je faisais partie de cette... C'est encore une fois, c'est 20 personnalités mondiales qui se réunissent 3 fois par an, donc pour parler d'économie. C'était le cas avant que je sois à la Commission. On me propose de refaire. Je demande à la Commission, son comité d'éthique, s'il y a un problème. Elle dit qu'il n'y a pas de problème, dont acte. Et si je ne suis pas salarié, je ne suis pas un employé... Mais justement, il y a une question à laquelle vous... Mais donc, voyez, il faut répondre. C'est des cas comme ça. Si jamais on n'est pas sur les réseaux, on laisse dire les complotistes, parce qu'il y en a beaucoup, et je ne vais pas les citer, mais enfin, puis à la limite, chacun dit ce qu'il veut. Mais moi, il faut que je puisse précisément en parler. Pendant 4 ans, on a par exemple, quand on parlait de l'effondrement cognitif visible du président Biden, on accusait ceux qui constataient la chose de complotisme. Ensuite, il s'est retiré dans des circonstances que l'on sait, parce que tout le monde a constaté qu'il n'était plus exactement au rendez-vous. Donc ça, on a abusé du terme de complotiste pendant longtemps. En France, quand on parle d'immigration massive, les fact-checkers du service public nous disent non, il n'y a pas d'immigration massive, pas du tout. Donc est-ce que quelquefois les fact-checkers ne sont pas eux-mêmes les promoteurs, les fabricants du faux? Alors, encore une fois, pour permettre qu'il y ait ce dialogue, cette confrontation, ce contradictoire, qui est à la base, encore une fois, la liberté d'expression. On a le droit de dire ce qu'on veut à partir du moment où c'est pas condamnable. On a beaucoup parlé dans cette émission par la loi classique, par les tribunaux. On a le droit de dire ce qu'on veut, mais encore faut-il qu'on puisse exprimer un avis inverse. Et donc, si jamais, qu'est-ce que font normalement les obligations du DSA? C'est qu'on vérifie que ce contradictoire ait bien lieu. Mais il appartient ensuite aux plateformes de s'organiser elles-mêmes pour que précisément s'assurer que ce débat a bien lieu. Mais certainement pas à nous, qui sommes les régulateurs, de dire voilà comment il faut bien penser et voilà comment il faut mal penser. Il y a une chose qui est interdite en Europe, c'est de dire, de censurer une opinion. Ça, c'est interdit. Thierry Breton, je m'adresse à celui qui a justement un rôle consultatif chez Bank of America d'une chose qu'on a très peu abordée tout à l'heure dans la question sur Trump et sur l'Europe. Je disais que l'Europe se barricade, et peut-être certains pays par rapport à d'autres. Est-ce que c'est une bonne attitude ou au contraire, il faut composer avec Trump, composer avec le marché, composer avec le libre-échange pour que les entreprises européennes fonctionnent? D'abord, il faut s'exprimer, il faut parler. Puisque vous parlez de ces réunions 3 fois par an, avec Maurice Lévy, on va représenter la France et l'Europe et on va faire entendre dans ces milieux économiques la voix de la France et de l'Europe. Il faut parler, il ne faut pas rester cloîtré. Il ne faut pas rester cloîtré non plus, nous, en Europe. Et c'est vrai, vous avez raison. Je l'ai dénoncé encore ça veut dire, peu de temps. Notamment sur les droits de douane, on ne va pas mettre des droits de douane contre des droits de douane. Non, j'estime qu'on a été trop mutique. Il faut maintenant effectivement parler. Mais quand je dis parler, c'est parler d'une seule voix. L'Europe est un grand continent. On est 1,5 fois plus grand que les États-Unis. Je le rappelle, on est une grande démocratie. Mais bien entendu, les États-Unis sont nos alliés. Ils le resteront pendant longtemps. Mais c'est des partenaires sur les droits de douane, commerciaux. Justement. Et effectivement, on sait qu'il va être très transactionnel, le nouveau président des États-Unis. Moi, je le connais bien, puisque j'ai eu affaire à lui dans mon dernier mandat. Donc, on le connaît. Mais derrière, il faut évidemment rentrer dans cette dialectique. Il faut rentrer dans des bras de fer. C'est ça, c'est du deal en permanence. C'est pas des bras de fer, on sait. Vous savez, il suffit de lire son livre The Art of the Deal, dans lequel il explique comment il fait. Il pousse le bouchon très très loin. Il l'explique lui-même, il l'intellectualise. Il l'a fait avec le Groenland, le canal de Panama et le Canada. Par exemple, M. Bocoté dit je vais prendre le Canada. Finalement, il va pas prendre le Canada, mais il va dire je vous mets les droits de douane. Et finalement, au lieu de les mettre à 25%, je les mets à 10%, et tout le monde fait un bon deal. C'est comme ça que ça marche. Mais encore faut-il qu'on soit nous en position d'abord de parler d'une seule voix. Justement, de parler de façon unie et aussi d'avoir peut-être des bons arguments à faire valoir, et on en a, si jamais, d'abord, l'argument économique, par parenthèse, je le dis comme à nos auditeurs, augmenter les droits de douane significativement, alors que l'une des raisons, il y a beaucoup de raisons, mais une raison forte de l'élection de Donald Trump, c'est effectivement que les classes moyennes et les classes les plus défavorisées
sont martyrisés aux États-Unis par l'inflation, et que, évidemment, c'est pour ça qu'ils ont voté pour lui, parce qu'ils ont cru en lui, et que si jamais il met ses droits de douane, on sait, que ça va avoir un effet inflationniste majeur, entre 1 et 2% supplémentaires. Donc on va voir, mais préparons-nous, nous, à parler de grâce d'une seule voix. Et sur le Mercosur, qui est un tout autre sujet, oui, moi je suis de ceux qui disent que ces accords de libre-échange, ils sont caducs aujourd'hui. Ils ont été faits il y a 20 ans, on était dans un autre monde. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'Europe qui est le dernier des Mohicans. Je ne dis pas qu'il faut avoir un libre-échange. Mais il faut les revoir. Mais il faut les revoir pour intégrer la réciprocité avec autrui. Et utiliser notre marché intérieur, qui est le plus grand aujourd'hui, comme bras de levier. Si on vient chez nous, d'accord, mais il faut qu'on ait des conditions. Alors, puisqu'on parle de deal, de transaction, on va évidemment parler d'Ukraine, puisque c'est un dossier sur lequel le président américain a dit qu'il voulait intervenir et faire un deal avec Moscou. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, est-ce que c'est le moment d'avoir une paix négociée, et sur quelle base? Est-ce que c'est au prix, est-ce que ça doit être au prix du sacrifice du territoire ukrainien? Je crois aussi que d'abord le président Trump s'est beaucoup exprimé sur cette question. Beaucoup trop. Il s'est exprimé, il en a parlé pendant sa campagne, c'est pas à moi de le juger. Il a dit, vous vous souvenez, dans sa campagne, il a dit en 24 heures je réglerai le problème. Bon, puis plus on est rentré dans les fameux 100 jours, plus les 24 heures se sont transformées d'abord en une semaine, et puis après ça en plusieurs semaines, maintenant en plusieurs mois. On sait que le général qu'il a mandaté pour maintenant commencer à discuter est revenu dernièrement, il dit 100 jours, ce sera un miracle. Donc voilà, donc on sait qu'il y a une dynamique qui va être engagée. Cette dynamique, il a du reste commencé à l'esquisser. C'est effectivement... il a vu en plus Zelensky à Notre-Dame par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron. Et Zelensky lui-même, avant Noël, pour la première fois, a dit peut-être des concessions territoriales temporaires. Mais tout ce qui est temporaire est durable, c'est comme les impôts. Et c'était très important, effectivement, que ça ait eu lieu. Et c'est tout, effectivement... je crois à l'honneur de la France que d'avoir fait en sorte que l'Europe, et c'est le point que je veux adresser avec vous, l'Europe doit évidemment être à la table des discussions, des négociations. Ça ne va pas être uniquement un bilatéral entre Zelensky et Donald Trump. Il faut bien sûr que... entre Poutine et Donald Trump, il faut bien sûr que Zelensky en fasse partie, c'est une évidence, mais que l'Europe aussi. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'architecture de sécurité qu'il faudra mettre en place derrière, c'est aux Européens que ça va incomber. Les troupes qu'il faudra mettre peut-être pour sécuriser les lignes, de cessez-le-feu, un peu à l'image de ce qui se passe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est 220 km pour la Corée du Nord et la Corée du Sud. Là, on va avoir 1400 km à sécuriser. Ça va aussi être de la responsabilité des Européens. Donc oui, il faut impérativement qu'on soit à la table des discussions. Vous utilisez une formule qui m'étonne depuis tantôt. Vous parlez de notre démocratie. Parlant de l'Europe, est-ce que vous ne devriez pas parler au pluriel? Nos démocraties, c'est plusieurs pays encore souverains, à ce que j'en sais. Et par ailleurs, vous parlez, dans le rapport à l'Ukraine, est-ce qu'on peut vraiment croire que tous les pays européens ont la même grille de lecture aujourd'hui de ce conflit, factuellement? Alors on n'est pas un État fédéral. Mais quand vous parlez au singulier, moi qui ai vécu beaucoup aux États-Unis, on parle évidemment de la démocratie fédérale, mais on parle aussi des démocraties qui sont un peu différentes. Par exemple, vous voyez, M. Bopreté, en Californie, c'est pas exactement la même qu'au Texas. Donc, quand je dis notre démocratie, je parle évidemment de notre démocratie à nous, celle qui est représentée par nos concitoyens élus, 450 millions de concitoyens qui sont représentés par le Parlement européen. C'est l'une des plus grandes élections au monde. Évidemment, je mets l'un d'un côté. Et puis, les 27, qui représentent l'équivalent de notre Sénat à nous. Il y a un représentant Comme un État fédéral, finalement. C'est pas comme un État fédéral, c'est les règles, l'architecture de notre démocratie à nous, européenne, et qui respecte évidemment, les démocraties de chacun des États membres, qui ont leurs spécificités, y compris, évidemment, on le sait, en matière de défense et en matière de politique étrangère. Mais quand je dis notre démocratie, c'est évidemment notre vivre ensemble que nous avons bâti progressivement en Europe, et qui fait qu'aujourd'hui, on peut peser davantage dans cette nouvelle géopolitique qui s'inscrit dans le monde, dont on sait qu'elle sera très dure, confrontationnelle et de bloc à bloc. Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Très bon dimanche sur nos deux antennes.